Le vendredi 6 mars 1981 s'ouvre le 3e jour du procès de Klaus Grabowski ayant assassiné une petite fille de 7 ans, Anna Beckmeyer. Comme les jours précédents, la mère de la victime, Marianne, assiste au procès, mais ce jour-là, contrairement à d'habitude, la jeune femme rentrera dans la salle d'audience, armée d'un pistolet qu'elle chargera de 8 balles. Dans cette vidéo, on va traiter l'une des affaires criminelles les plus célèbres en Allemagne qui a suscité à l'époque beaucoup de réactions de la part du public et dont on continue encore de parler aujourd'hui. Car dans cette vidéo, on va parler de l'affaire Marianne Beckmeyer, une jeune femme de 31 ans qui a tué le meurtrier de sa fille en plein procès. Marianne Beckmeyer naît le 3 juin 1950 à Sarstedt, une petite ville située au nord de l'Allemagne. Elle grandit dans un cadre familial assez compliqué car ses parents se sont séparés rapidement après sa naissance et sa mère s'est vite remariée avec un homme qui était violent. Grandissant entre une mère hystérique, un père dont elle n'a presque pas de nouvelles et un beau-père brutal, Marianne est pourtant une jeune fille agréable, ouverte d'esprit, qui aime la vie. Constamment en conflit avec sa mère et son beau-père, elle se fera expulser de la maison familiale après une énième dispute. À l'âge de 16 ans, elle tombe enceinte, mais n'étant pas prête à devenir mère, elle décide de mettre son bébé à l'adoption. Seulement 2 ans après, à 18 ans, elle tombe de nouveau enceinte de son petit ami de l'époque, mais elle hésite à garder l'enfant, n'étant pas vraiment sûre d'être prête à devenir mère. Malheureusement, un soir, en boîte de nuit, la jeune femme sera victime d'une agression sexuelle et seulement quelques semaines après, elle va se séparer de son petit ami, le père de l'enfant. Et face à ces 2 événements qui sont très difficiles à vivre pour elle, elle décidera de mettre son 2e bébé à l'adoption. Après avoir fini le lycée, Marianne ne souhaite pas continuer ses études et est à la recherche d'un travail pour subvenir à ses besoins. Elle déniche alors un job comme serveuse dans un bar nommé Tipasa, très populaire dans la ville de Lübeck en Allemagne. Et pour être honnête, ce style de vie lui correspond plutôt bien. Elle vit la nuit, fait la fête et voit ses amis. En parallèle, elle entame une relation avec le gérant du bar, Christian Berthold, et à 22 ans, elle tombe enceinte une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est différent. Marianne est stable financièrement, mentalement, et se sent prête à accueillir un enfant et à assumer cette responsabilité. Car mettre ses 2 premiers bébés à l'adoption a été une véritable épreuve pour elle, et depuis, elle dit se sentir coupable et vide. Cependant, Christian ne souhaite pas s'engager dans une relation sérieuse avec Marianne et ne se sent pas prêt à jouer un véritable rôle de père. Bien qu'il soit toujours dans le paysage étant donné qu'il est le gérant du bar dans lequel Marianne travaille, la jeune femme élèvera son enfant toute seule. Et c'est comme ça que le 14 novembre 1972, la petite Anna vient au monde. Et au départ, toute la vie de Marianne se concentre sur Anna. Tous ses amis, tous ses clients connaissent la petite fille. Tout le monde l'adore et beaucoup disent qu'Anna est une enfant pleine de vie. Mais rapidement, la réalité finit par rattraper Marianne et cette réalité, c'est celle d'être une mère célibataire, serveuse dans un bar, vivant la nuit et aimant faire la fête. Étant donné qu'elle a dû reprendre son travail très rapidement, il était difficile pour elle de jongler entre sa vie familiale et professionnelle, ce qui la rendait parfois négligente envers sa fille. Elle traitait Anna comme une adulte, ce qui a obligé la petite fille à devenir autonome pour de nombreuses choses, alors qu'elle était qu'une enfant. Malgré qu'Anna était une enfant joyeuse et dynamique, elle n'a jamais connu une vraie vie familiale, car elle a grandi dans un bar, à s'endormir au comptoir en attendant que sa mère finisse son service ou finisse de faire la fête. Elle n'était pas très assidue à l'école, et Marianne n'étant pas vraiment impliquée dans la scolarité de sa fille, il arrivait régulièrement à Anna de sécher les cours. Et se rendant compte que sa situation ne correspond pas à l'éducation d'un enfant de 7 ans, Marianne en avait parlé à un couple marié qui se disait prêt à accueillir Anna afin de s'en occuper et de lui offrir un vrai cadre familial. La situation n'aurait été que temporaire le temps que Marianne retrouve un équilibre et qu'elle puisse être en capacité de s'occuper de sa fille. Mais il est important de noter qu'à l'époque, aucune décision n'avait encore été prise. Mais malheureusement, Marianne n'aura pas le temps de prendre cette décision, car tout va basculer le 5 mai 1980. Le lundi 5 mai 1980 était un jour comme les autres. Marianne dormait dans son appartement de Lübeck, situé au-dessus du bar, et la veille, la mère et la fille s'étaient disputées pour une quelconque raison. Et triste et souhaitant voir ses amis pour y trouver du réconfort, Anna, 7 ans, décide une énième fois de sécher l'école.
Elle décide alors de sonner chez une amie pour jouer avec elle, mais évidemment cette dernière est à l'école. Anna décide alors de traîner dans la rue, toute seule. De son côté, Marianne est à une séance photo avec une journaliste locale, mais le tournage ne durera pas longtemps et Marianne rentrera rapidement chez elle. Lorsqu'elle arrive dans son appartement, dans l'après-midi, Anna n'est pas rentrée. Elle part alors à sa recherche, mais après plusieurs heures, la petite fille est introuvable. Au début, Marianne pense qu'Anna se cache dans la maison d'un ami pour l'embêter, étant donné qu'elles se sont disputées la veille. Mais après avoir contacté tous ses amis, aucun d'entre eux ne dit avoir vu la petite fille. Morte d'inquiétude, Marianne finit par prévenir la police que sa fille de 7 ans a disparu depuis maintenant plusieurs heures. Le lendemain matin, Marianne se réveille, mais Anna n'est toujours pas là. Mais où peut bien être Anna? Car si la petite fille faisait la tête à sa mère, elle serait déjà rentrée, car un enfant de 7 ans ne reste pas fâché aussi longtemps contre ses parents. Aussi, si elle était chez une amie ou chez une amie de sa mère, ces derniers auraient déjà prévenu Marianne. Peut-être qu'Anna s'est perdue en se promenant dans la rue, mais il faut savoir que Lübeck est une petite ville et qu'Anna a l'habitude de traîner toute seule. Et ce qui va déclencher la machine judiciaire et qui va permettre de savoir ce qui est arrivé à Anna Beckmeyer, c'est une jeune femme qui va se présenter au commissariat le lendemain de sa disparition pour dénoncer son petit ami. Le 6 mai 1980, une jeune femme se présente au commissariat et déclare aux policiers que son fiancé Klaus Grabowski, un boucher de 34 ans, lui aurait avoué avoir commis un meurtre. Mais surtout, cette femme conclut en disant que la personne qui l'a tuée est la petite Anna, 7 ans, qui a disparu la veille. Et quand la jeune femme prononce le nom de Klaus Grabowski, cela fait tilt dans la tête des policiers, car l'homme de 34 ans est déjà très connu des services de police pour des motifs d'agression sexuelle. Car il a déjà été condamné en 1973 pour avoir étranglé une fillette de 6 ans. Quelques années plus tard, en 1976, il sera une nouvelle fois condamné pour une agression sexuelle sur 2 enfants de 9 ans. Mais lors de cette nouvelle condamnation, le juge lui a laissé le choix entre la prison ou la castration chimique, et l'homme choisira la dernière option. 2 ans après, en 1978, Klaus commence secrètement un traitement hormonal pour inverser les effets de la castration chimique. Il obtient ce traitement grâce à l'aide d'un médecin à qui il aurait menti en lui disant qu'il avait été condamné à cette castration pour exhibitionnisme. Ce médecin sera d'ailleurs poursuivi par la suite pour cette faute grave, mais ne sera jamais condamné par manque de preuves. Face aux propos de la jeune femme et surtout face au passé de Klaus Grabowski, la police accourt à son domicile, mais l'homme est déjà parti. En fouillant la maison, il trouve un mot qu'il a écrit où il demande à sa fiancée de ne pas lui tourner le dos et qu'il l'attend à un point de rendez-vous afin qu'ils puissent en discuter. Mais c'est la police qui se rendra à ce point de rendez-vous et Klaus sera arrêté. Quand on l'interroge, il avoue très rapidement le meurtre, mais jure qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal et qu'il ne l'a pas agressé sexuellement. Mais Klaus ne se laisse pas faire et explique qu'Anna, qui était d'abord venue pour jouer avec ses chats, aurait essayé de lui soutirer de l'argent. Il explique que la petite fille de 7 ans l'a menacée en lui disant qu'elle dirait à sa mère que Klaus l'a touchée de manière inappropriée s'il ne lui donnait pas d'argent. Face à ces menaces, Klaus aurait pris peur, car si Anna raconte ses mensonges, il retournerait en prison au vu de son passé et sa fiancée le quitterait. Il s'est alors dit que le meilleur moyen d'éviter tout ça était de faire disparaître Anna. Il raconte que lorsque la petite fille était assise sur une chaise, il a pris une paire de collants appartenant à sa fiancée et s'en est servi pour étrangler Anna. Évidemment, la petite fille de 7 ans a essayé de résister, mais face à un boucher de 34 ans, elle n'avait aucune chance. Lorsque sa fiancée a fini par rentrer, Klaus a fondu en larmes dans ses bras, lui expliquant ce qu'il avait fait, et il lui a alors montré le corps d'Anna qu'il avait placé dans la baignoire. Face à ses aveux, sa fiancée s'est précipitée au poste de police. Mais le temps qu'elle se rende au commissariat, Klaus s'est empressé de prendre le corps d'Anna, qu'il a placé dans une boîte et qu'il a enterré au bord d'un canal, dans une tombe peu profonde. La police s'est alors rendue sur les lieux indiqués par l'homme et ont bel et bien retrouvé cette fameuse boîte. Dedans, le corps d'Anna, 7 ans, attaché et soigneusement placé à l'intérieur par le tueur. Après les aveux de Klaus Grabowski, la police le met immédiatement en état d'arrestation pour homicide. Et évidemment, au vu de ses propos, au vu de ses différentes condamnations dans le passé, personne ne croit en sa version des faits, disant que c'est Anna qui l'a provoqué, qui l'a menacé,
alors que c'était qu'une enfant de 7 ans. Lorsque Marianne fut informée du meurtre de sa fille, sa réaction fut assez étrange selon les enquêteurs. Elle a refusé de parler à la police et n'a pas souhaité se rendre à la morgue pour identifier le corps de sa fille. Et pourtant, la vérité était tout autre, car la mort d'Anna a complètement détruit la jeune femme. Elle se sentait coupable d'avoir envisagé de laisser Anna à un couple d'amis, elle se sentait coupable de ne pas avoir été une mère idéale, et surtout, elle se sentait coupable de s'être disputée avec elle la veille de sa disparition. La mort de sa petite fille sera quelque chose dont Marianne ne se remettra jamais, et pourtant ses amis et ses clients ont essayé de la soutenir du mieux qu'ils ont pu, mais ce qui est fait, c'est irréparable, et Marianne sera inconsolable. Placé en détention, Klaus Grabowski est dans l'attente de son procès, un procès qui marquera les esprits à tout jamais. En mars 1981 s'ouvre le procès de Klaus Grabowski à Lübeck. Et au cours des premiers jours du procès, des déclarations sont faites sur la vie d'Anna Beckmeyer, affirmant qu'elle n'avait pas eu une enfance idéale, que sa mère était une serveuse qui travaillait tard la nuit, et que la petite fille séchait beaucoup l'école pour aller traîner dans la rue. Et c'est de cette manière qu'elle rencontra Klaus, car Anna le connaissait bien et lui parlait parfois, car le boucher était son voisin. Mais malheureusement, ce voisin, dont Anna avait une entière confiance, lui ôtera la vie le 5 mai 1980. Quand Klaus est interrogé pendant le procès, il maintient sa version des faits, avoue le meurtre, mais nie toujours avoir abusé sexuellement de la jeune fille. Malgré qu'il n'ira jusqu'au bout, il sera prouvé que l'homme a bel et bien abusé pendant plusieurs heures de la petite fille de 7 ans. Et l'une des choses qui a probablement poussé Klaus à agresser sexuellement Anna était le déséquilibre hormonal provoqué par la prise de médicaments destinés à inverser sa castration chimique et donc à raviver ses hormones sexuelles. Et pendant le procès, il ne cessera de se justifier en disant que c'est lui la victime, car c'est Anna qui l'a menacé, qui a essayé de lui soutirer de l'argent, et il rajoutera même que Anna, 7 ans, a essayé de le séduire. Évidemment, personne ne croira en ces explications. Et encore moins la mère d'Anna, Marianne, dont la version de Klaus l'a complètement rendue folle. Le fait que l'homme accuse une enfant de 7 ans de la faire chanter et de le séduire, la fait entrer dans une colère noire, ce qui va la pousser à commettre un acte irréversible. Le vendredi 6 mars 1981 s'ouvre le 3e jour du procès de Klaus Grabowski. Ce matin-là, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle d'audience, car les portes n'ont pas encore été ouvertes au public. Klaus arrive et est conduit par des policiers à l'intérieur de la salle en attendant le démarrage du procès. Il s'assied dos à l'entrée. Marianne Beckmeyer arrive à son tour et malgré que ses amis lui conseillent d'attendre encore quelques minutes dans le couloir, elle se dirigea tranquillement vers l'endroit où Klaus était assis. Alors qu'elle se trouve à seulement quelques mètres de lui, elle sort de son sac un Beretta de calibre 22, le pointe sur le dos de Klaus et ouvre le feu. Sur 8 coups de feu tirés, 7 ont touché le meurtrier de sa fille. N'ayant aucune chance de survie, il s'est effondré sur le sol de la salle d'audience. Il sera déclaré mort quelques instants plus tard, avant qu'un médecin n'arrive. Après son acte, Marianne jette l'arme à feu par terre et se livre aux policiers sans aucune résistance. Après avoir été arrêtée, elle aurait déclaré « Je voulais lui tirer une balle dans le visage. Malheureusement, je l'ai frappé dans le dos. J'espère qu'il est mort. » Juste après le meurtre, le père d'Anna, Christian, aurait murmuré « Elle l'a fait. Elle l'a réellement fait. » Et vous l'imaginez bien, l'acte de vengeance de cette mère a suscité de vives réactions de la part du public et du jour au lendemain, le visage de Marianne Beckmeyer faisait la une des journaux. Elle aurait reçu des fleurs, des cadeaux d'inconnus en guise de soutien et aurait même reçu de l'argent pour payer ses frais d'avocat. Beaucoup de personnes, qu'ils soient parents ou non, disent qu'ils comprennent son geste et qu'ils auraient fait la même chose s'ils avaient été à sa place. Libérée peu de temps après son arrestation, elle sera placée en détention le 14 août 1981 car les enquêteurs ont pensé qu'elle risquait de s'enfuir. Et alors qu'elle était en détention, en attente de son procès, elle aurait tenté à 5 reprises de se suicider. 15 mois après son incarcération, en novembre 1982, s'ouvre le procès de Marianne Beckmeyer. Évidemment, on sait que la mère de famille a tué Klaus Grabowski étant donné le nombre de témoins, mais le procès a aussi pour but de savoir si ce meurtre était prémédité ou non. Premièrement, les mots de Christian Berthold, quelques secondes après le meurtre, disant que Marianne l'avait réellement fait,
prouvant qu'il aurait été au courant d'une potentielle vengeance de la part de la jeune femme. Également le fait que Marianne ait réussi à se procurer une arme à feu et que plusieurs clients de Tipasa disent l'avoir vue s'entraîner à tirer sur une cible. Mais aussi le fait que Marianne ait remarqué qu'aucun contrôle n'avait été mis en place à l'entrée du palais de justice et qu'elle pouvait donc ramener une arme à feu sans problème dans la salle d'audience. Face à ça, Marianne a admis avoir acheté une arme à feu, mais dans l'unique but de se défendre, car après la perte de sa fille, elle ne se sentait plus en sécurité. Cependant, elle nie s'être entraînée. L'équipe de défense de Marianne Beckmeyer a fait valoir que le meurtre était dû à une réaction spontanée provoquée par la tourmente émotionnelle due au procès. De plus, Marianne ne supportait plus les fausses déclarations et accusations de Klaus envers Anna, qui n'était qu'une enfant. Elle refusait que cet homme continue de raconter des mensonges sur sa fille, et face à tous ces éléments, Marianne a fini par craquer. Au vu du contexte et avec la notoriété de l'affaire, qui est l'une des affaires criminelles les plus célèbres en Allemagne, tout le monde voulait savoir ce qui allait arriver à Marianne, si bien que le procès a dû être délocalisé dans une salle plus grande, tellement il y avait de monde venu pour la soutenir. Le 2 novembre 1982, après plusieurs jours de procès, Marianne Beckmeyer est inculpée pour meurtre prémédité. Et l'affaire aurait pu en rester là. Mais face à la pression de l'opinion publique, le procureur va finir par abandonner l'accusation de meurtre prémédité. Après plusieurs jours de négociations, l'avocat de la jeune femme finira par accepter un nouveau verdict et le 2 mars 1983, Marianne Beckmeyer sera reconnue coupable d'homicide involontaire, de possession illégale d'armes à feu et sera condamnée à 6 ans de prison. À la suite du verdict, elle sera placée sous surveillance anti-suicide et passera les 18 premiers mois de son incarcération dans un établissement psychiatrique. Mais suite à un bon comportement et pensant que Marianne ne représente pas un danger pour la société, elle sera libérée en juin 1985, après avoir purgé 3 ans de prison. Après sa sortie, plusieurs personnes ont voulu s'entretenir avec elle pour comprendre plus en détail son geste et surtout savoir si elle le regrettait. Elle a admis dans une interview qu'une fois Klaus Grabowski mort, elle avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elle a dit qu'elle était désolée de ce qui s'était produit, mais qu'elle ne regrettait pas qu'il soit mort. Elle a aussi déclaré avoir tué Klaus pour l'empêcher de répandre de plus en plus de mensonges au sujet de sa fille. Par la suite, Marianne a vendu l'histoire de sa vie à un magazine allemand pour plusieurs milliers d'euros et a utilisé cet argent pour rembourser ses dettes et payer ses frais juridiques. À la fin des années 80, elle s'est mariée à un professeur d'allemand et a déménagé au Nigeria. Après leur divorce en 1990, elle a décidé de déménager à Palerme en Sicile où elle a travaillé comme aide-soignante dans un hôpital. Elle a plusieurs fois déclaré qu'elle ne souhaitait pas retourner à Lübeck car là-bas, elle serait uniquement connue sous le nom de la mère d'Anna. Mais malheureusement, quand on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas dans les années 90, elle a décidé de retourner en Allemagne. Elle décédera le 17 septembre 1996 à Lübeck à l'âge de 46 ans et sera enterrée aux côtés de sa fille Anna. Et malgré que ce ne fut pas forcément son souhait, Marianne Beckmeyer sera toujours connue comme la mère qui a tué l'assassin de sa fille, la mère qui a fait justice elle-même, mais surtout la mère d'Anna. Et c'est comme ça que se termine l'affaire Anna et Marianne Beckmeyer, une mère qui a tué l'assassin de sa fille en plein procès. Comme je vous l'ai dit, cette affaire a suscité beaucoup de réactions à l'époque et a même opposé deux camps, ceux qui comprennent Marianne et qui comprennent son geste, et ceux qui pensent qu'elle aurait dû laisser la justice faire son travail. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez son geste? Est-ce que selon vous, une peine de prison de 6 ans, c'est suffisant, insuffisant ou est-ce que c'est juste? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!